L'homme le prit dans les bras et le souleva. Il se carra sur ses jambes solides pour s'assurer un aplomb. Chinito se crut emporté dans un monde où tout chavirait. Alors que son sauveteur essayait, en le ménageant beaucoup, de le déposer à l'abri dans la resserre à voile du château de Proue, le ciel s'assombrit brutalement. Des trombes d'eau s'écrasèrent, lourdes autant que des cascades et inépuisables comme elles. Cela faisait maintenant un bruit d'enfer. Les vagues hurlaient de tous les côtés à la fois. Elles assaillaient leur proie avec une violence acharnée et l'on pouvait se demander pourquoi la Santa Maria ne sombrait pas. « La fin du monde !» gémit un matelot réfugié dans le coin le plus obscur. « Nous allons y passer !» grogna un compagnon de panique. Sa remarque se poursuivit par une prière à la Vierge, marmonnée d'un ton rageur. C'était plus un règlement de compte qu'une oraison. L'homme s'en prenait à la mer protectrice qui avait permis qu'un fou les entraînât en des contrées où jamais chrétien n'était allé. Il rongeait les mots de soumission adorante avec colère, demandant le pardon de ses fautes d'une voix pleine de ressentiment, et ne s'apaisa que dans un « ainsi soit-il » chargé de la résignation des gens de mer. « Tu as mal à la tête » s'enquit le Malagueño en posant une main précautionneuse sur le front de Chinito. « Non. Tu as mal où ?» Au cœur. Un hoquet vint appuyer la réponse. Il sembla au garçon que son estomac se retournait. « Baya !» dit le Malagueño. « Si ce n'est que ça !» Il partit vers d'autres tâches. Le mal de mer passerait avec la tempête, mais tant que la tempête durerait, 100 tâches resteraient à accomplir. Mardi 25 septembre 1492. Le calme revint et l'angoisse avec lui. Des oiseaux volaient au-dessus du sillage, se posaient sur les navires, mais les marins, comptant les jours de navigation qui les éloignaient de leur pays sans les conduire vers une autre terre, ne ranimaient plus leur volonté à la contemplation de ces battements d'ailes. Ils ne croyaient plus aux présages. L'agitation, d'abord dissimulée, se montrait à présent sans retenue. La grogne renaissait chaque matin, alourdie parfois de menaces à demi formulées. Colomb restait à son poste, sans rien dire du tourment qui l'habitait, mais que Chinito, dans sa quête éperdue d'un peu d'affection, décelait. Il contemplait le ciel, clouait son regard clair au soleil levant, pour lire dans leurs teintes safranées ou violentes des raisons d'espérer, défiait les couchants qui se dérobaient sans cesse. La nuit, le visage tourné vers les étoiles, il murmurait des paroles inintelligibles à lèvres serrées. Chinito prêtait l'oreille, entendait parfois des mots dans une langue qu'on ne parlait pas à Grenade. Puis le silence retombait. À mesure que le temps passait, Colomb devenait plus farouche. Une passion secrète le corrodait qu'il dominait par d'incessants efforts de volonté. Il n'y avait plus de place pour le geste amical des premiers jours, ni pour des paroles réconfortantes. Le capitaine poursuivait le soleil jusque dans les chemins d'étoiles. Il scrutait les points lumineux, les interrogeait au long des nuits, traçait des relevés afin d'établir une route. Quand dormait-il ? Les jurons qui montaient vers lui, les soupirs et les lamentations glissaient sur les plis de son manteau comme averses d'avril. Chinito s'alarmait de la tension croissante. Chaque communiqué du nombre de lieues parcourus soulevait des protestations de moins en moins étouffées. « C'est faux !» hurla une vigie à l'annonce de 12 lieues le 21 septembre. Christophe Colomb ignora ce cri, mais il toisa l'homme avec insistance avant de tourner les talons. On en a fait 14, sinon plus. Ce soir-là, des groupes se formèrent. Les marins discutaient entre eux avec force geste. Les gentilshommes se tenaient à l'écart, rassemblés eux aussi, l'aveu de la peur retenu sur les lèvres parce que leurs grands chapeaux à bord relevés et leurs courts manteaux de brocart imposaient un style de comportement. Christophe Colomb restait seul à la poupe. Des pétrels planaient autour du grand mât. Il n'était plus oiseau d'espoir, mais de mauvais augure, tels des charognards qui accourent, conduits par un instinct surprenant lorsqu'une vie, en un coin oublié, va s'éteindre. Et pourtant, les voiliers voguaient avec constance en direction du point désiré où le soleil, à son coucher, se dérobait toujours. Un vent les poussait qui rendait la navigation facile et laissait trop de liberté aux équipages. Le temps se serait déroulé sans histoire si on avait su où l'on allait. Chinito comprit qu'une mauvaise affaire se tramait
lorsqu'il surprit des remarques qui ne voulaient plus être entendues. Un homme parlait à un autre avec des mots chuchotés. Il se tut à l'approche du mousse. On se méfiait de l'enfant aux ampollettas, trop familier de la chambre du commandement. Le garçon passa, feignant l'indifférence, mais l'oreille tendue et le cœur étreint d'une crainte diffuse. Il s'attarda au rangement de cordages, sans parvenir à surprendre le moindre mot. Les deux hommes se séparèrent sur un hochement de tête. Un accord venait d'être passé. L'un s'écoulait ensuite dans l'écoutille pour porter son message au ventre du navire où l'ombre se prêterait à un colportage feutré. L'autre est allé vers un groupe qui jouait au dé l'or futur des Indes. Les conciliabules ont repris, les hochements de tête aussi. Ensuite, le conspirateur est monté dans la voilure. Il a glissé le long des vergues jusqu'à la hune. Le message, en plein ciel, au milieu des cris des goélands, trompeurs, pouvait s'exprimer librement, inaudible pour ceux qui grouillaient en bas, sur le pont des misères, de la soif, de la peur et presque de la haine. À aucun moment, le messager ne s'est approché du château de Poupe. Chinito a senti la menace, d'autant plus effrayante qu'elle se dérobait. Il est allé trouver le Malagueño. Depuis que l'homme l'a relevé après sa chute et soigné avec des gestes doux qui voulaient passer pour indifférents, une amitié est née entre eux. Mais le Malagueño est déroutant. Il ne veut rien dire de sa vie passée, ne parle pas du présent et semble se préoccuper nullement de l'avenir. « Pourquoi t'es-tu embarqué, Malagueño ?» Quand Chinito a posé cette question, il a su tout de suite qu'il avait commis une erreur. On ne posait pas certaines questions au Malagueño. Et d'ailleurs, le Malagueño détestait les questions, quelles qu'elles fussent. Il a eu un froncement de sourcils à peine esquissé, mais qui a mis pourtant de la nuit dans ses yeux. Après avoir suivi le vol d'un pétrel avec une attention feinte qui lui permettait de ne pas répondre, il a cherché d'autres oiseaux dans le ciel. « Là, regarde !» s'est-il écrié un peu trop vite, en étendant le bras. Une frégate. On l'appelle encore aigle des mers. Par la suite, Chinito n'a plus osé poser de questions. Maintenant, il lui fallait savoir. « Malagueño, tu es au courant de quelque chose ?» Son ami détourne la tête. L'amitié entre eux défie la vague qui risque de les emporter, mais ne peut libérer les mots d'un secret. Elle arrête la confidence, maintient l'homme et le garçon dans une solitude intérieure. J'aurais pas dû, Malagueño. Un sourire. Tant de réconfort peut passer dans un sourire. Chinito se laisse envahir par la chaleur de celui-ci. Il se trompe. Il insiste, libéré de la gêne qui le saisit lorsqu'il approche le capitaine, tous les jours plus indifférent à son besoin d'affection. Le Malagueño est jeune. Il pourrait être un grand frère. Est-ce qu'on est intimidé par un grand frère ? Je ne sais pas ce qui se trame, tu comprends ? Le Malagueño n'a pas répondu. Afin de décourager d'autres questions sans rabrouer ce gamin, qui l'attendrit avec ses yeux encore tout arrondis d'enfance, il s'est mis à fredonner une chanson triste que l'on devait entendre souvent à Malaga et que Chinito ne connaît pas. À Grenade, les chansons parlaient de soleil, de teint plus clair que la fleur de l'orange, d'amour plus constante que jet d'eau, de peine sans espoir où le cœur définitivement s'abîme, de princesse aux cheveux de nuit et de fatal cavalier venu du désert originel. Elles étaient passion, elles étaient chaleur. La chanson du Malagueño dit le froid de la vague et celui de l'absence, le grain des mauvais jours et les pleurs de la tante déçue. De quoi ils ont parlé, Malagueño ? Un homme couché non loin de là les observe en faisant semblant de dormir. Il écoute. Et puis, brusquement, il se lève et s'approche. Il a, dans sa barbe hérissée de sel, un sourire d'inquiétante malice. « Tu veux savoir, Chico, ce qui se dit ?» Il savoure sa satisfaction. Son œil s'allume. Il est fort de la méchanceté née d'un mauvais dessein collectif. Ses peurs, ses ressentiments se perdent dans un projet meurtrier qui aura le pouvoir du nombre. Le regard de colère du Malagueño ne l'arrête pas. Ce soir, on le passe par-dessus bord. « Qui ?» Un rire insupportable révèle des chicots rongés par le scorbut et l'alcool. L'homme se tape sur le ventre pour mieux extérioriser une joie marquée de trop de raillerie pour être sereine. « Qui ? Madre mia ! Tu demandes qui ?» Il se penche. Son haleine triomphe de la brise de mer. Chinito reçoit en plein nez une bouffée corrompue de haine et de mort. Un mouvement du menton remplace les mots. La barbe en bataille indique la chambre dans le château de Poupe. « Tais-toi, Paco !»
Le malagueño coupe court à ce qui allait suivre. Son ton est impérieux. L'autre hésite devant la détermination du jeune homme. « J'ai rien dit. Tais-toi. » Toujours assis, le malagueño serre les poings. Les phalanges blanchissent sous le hâle et les écorchures. Les muscles se tendent, chargés d'une puissance qui ne demande qu'à être libérée. L'autre voit cette impétuosité accumulée dans les mains du jeune homme. Il voit aussi le soubresaut qui les détend ensuite par un effort de volonté extrême. Alors, il retrouve son arrogance. Il sait des choses, il peut les dire. « Je peux dire des choses, moi. » Prudemment, il recule d'un pas, car l'adversaire va bondir. Pour compenser son infériorité physique, il risque des allusions que Chinito ne comprend pas, mais qui allument une rage noire dans les yeux du malagueño. Chinito a remarqué combien, dans l'espace réduit d'une caravelle où tant de gens s'agglutinent, les regards, plus encore que les mots, et bien davantage que les gestes, sont moyens de communication. La colère, la peur, la camaraderie, les rivalités de la faim et de la soif, du manque de sommeil et des heures de garde, l'illusion d'une terre apparaissant sur l'eau, l'élévation vers une étoile, l'espoir, la déception, la souffrance muette et la foi renaissante, tout tient dans les regards échangés, des regards surpris, des regards qui quêtent l'attention, d'autres qui se dérobent. Des matelots sont accourus. Ils ont perçu au vol la tension qui croît entre les deux hommes. Dans la monotonie des voyages au long cours, ils sont friands de ces pugilats nés de la cohabitation trop étroite. Tout peut être étincelle pour allumer un grand feu de violence. Les coups menés par les cris deviennent spectacles, défoulement de brutalité trop longtemps contenue, de frustration cruelle à la recherche d'exutoire. Cette fois, un projet les unit, qui a l'excuse de la peur. Ils ne veulent pas mourir aux confins du monde. Paco, rassuré par la présence du renfort, revient à la charge. « Tu seras avec nous, malagueño » ? « Non. »« Nous devons être tous ensemble » ? « Non. » Le ton se rabaisse brusquement. Christophe Colomb est appuyé au bastingage. Il n'écoute pas. Perdu dans ses songes, il scrute la mer pour donner des réponses à son rêve qui sera toujours pour lui une réalité à atteindre. « Malagueño, je sais pourquoi tu t'es embarqué. Tu ne risques plus rien maintenant. Paco, tu as une femme, des enfants. Si après avoir fait cela, tu retournais à Palos, tu serais pendu. Et vous tous avec lui. Pas sûr. Oui, c'est sûr. Crois-tu ? Nous aurons une explication à ce qui sera arrivé. Crois-tu que tout le monde peut réchapper de la mer aux algues traîtresses où volent des poissons d'or capables d'arracher une main, où les vagues se lèvent sans le secours du vent ? Tu deviens poète. Je plaide non coupable. Je dis ce que nous avons vu. Et vérifiez l'état de notre navire. Vous lirez sur sa coque l'histoire des malheurs que nous avons connus. Notre capitaine a trépassé, mes doux seigneurs, un soir de grande fièvre. C'est miracle que nous ayons pu nous en retourner après l'avoir bien religieusement enseveli dans les flots. D'autres témoigneront. Ils seront morts avant de pouvoir le faire, les malheureux, morts de cette même fièvre. Il faut être tâcheron des bancs de nage et des vergues ferlées pour résister à ces maux, mes bons seigneurs. Et puis, comptez combien d'entre nous, gens d'équipage, ont rendu leur âme à Dieu avant de revenir au port. Chinito sentit peser sur lui une menace lourde. Allait-on s'entretuer ? Et si cela était, les révoltés ne commenceraient-ils pas par le supprimer, lui qui vivait près du capitaine, depuis que les côtes de Moguer avaient disparu derrière eux ? Quel autre témoin pourrait, mieux que lui, raconter les horreurs commises ? Les accompagnateurs de Colomb risquaient certes leur vie, tout autant en cette aventure. Il y aurait donc crime dans la solitude des eaux, jusque-là inexplorées. Pinson n'était-il pas prêt à soutenir les mutins pour récolter seul la gloire de l'expédition ? Un tremblement parcourut le pauvre Mousse. « Tu seras avec nous, » insista Paco, en s'adressant de nouveau au malagueño. « Tu seras avec nous, Bar !» Il ne put achever. L'autre lui avait sauté à la gorge. Ils roulèrent sur le pont. Toloméo. Le malagueño se reprit. Haletant, il desserra l'étreinte, contempla ses mains avec un air hagard. Une épouvante le secouait. Il se releva, frottant ses paumes l'une contre l'autre, comme pour les apaiser, bête dangereuse qu'il fallait apprivoiser en mettant de la douceur dans le geste. « Paco, arrête !» supplia-t-il. Il s'éloigna pour fuir la violence qui, en un instant, l'avait submergé. Chinito lui emboîta le pas. Ils allèrent ainsi à la proue, dans une grande débauche de vent. Le malagueño,
continuait de frotter ses paumes en un va-et-vient obsédant. Il allait dire quoi? Interrogea Chinito avec prudence. Le jeune homme était sous l'effet d'un choc. Il rejeta son désir de silence. Les mots sortirent de lui en un épanchement continu. Ce que je voudrais que tout le monde oublie. Je ne suis pas de Malaga, en vérité. Je suis de Torres. Je m'appelle, c'est exact, Bartolomeo. La saison dernière, l'équipage du navire sur lequel je servais a tenté de se mutiner à cause des duretés de la vie à bord. J'ai pris la tête de la révolte, et c'est miracle que je n'ai pas jeté le capitaine à la mer. Au dernier moment, j'ai fléchi. Il a su profiter de ma faiblesse. Il a repris la situation en main. Il aurait pu me pendre à la grande vergue. Il m'a fait grâce. Pourquoi? Je n'en sais rien. Il m'a seulement dit que jamais je ne te revois à Malaga. Ma colère contre lui était si forte que je lui en ai voulu encore plus de sa clémence. La voix se tait brusquement. Chinito n'ose questionner davantage. Bartolomeo, puisque tel est son nom, a posé ses mains ouvertes sur ses cuisses et les contemple. Elles sont source d'une profonde peur. Le matelot a besoin d'exorciser un mal qu'il porte en lui et qui a ressurgi brutalement tout à l'heure, alors qu'il croyait le dominer après avoir changé d'identité. Ce garçon qui l'écoute avec l'innocence de son âge le guérira peut-être si les mots parviennent à sortir. Un soir, à Tarifa, je suis allé dans une taverne en vue d'un enrôlement. Je proposais mes services à tous les patrons qui préparaient leur saison de pêche sur les côtes du Cap-Vert et mêlaient, pour leur plus grand profit, commerce d'esclaves et piraterie, lorsque l'occasion se présentait. Je suis homme de mer. Je n'aurais pas pu rester à retourner le lopin de terre que ma mère possède et à gauler les olives de 3 oliviers, aussi vieux que le monde. Un patron venait de me donner son accord quand un gars, avec qui encore j'avais eu des histoires sur le bateau précédent, m'a reconnu. Il était passablement ivre. Il s'est mis à crier que j'étais un mutin, que le capitaine m'avait fait grâce, à condition que je ne m'enrôle plus et que c'était lui, plutôt que moi, qu'il fallait engager. J'ai vu rouge. J'ai sauté sur l'ivrogne pour le faire taire comme... Il se frotte les mains, hésite à poursuivre. Comme tout à l'heure, j'ai bondi sur Paco. Seulement, cette fois-là, j'ai serré les doigts autour du cou du marin. Il fallait qu'il se taise, tu comprends? Il s'est tu. Quand j'ai réalisé que ses yeux se révulsaient, il était trop tard. Sa respiration s'arrêtait. Un hoquet rauque. J'ai desserré les doigts. Il s'est affaissé à mes pieds. Il était mort. J'avais tué un homme. Le vent éparpillait la confession du malagueño, l'emportait, le roulait au creux de la houle. C'était au vent, plus qu'à Chinito, que le malheureux se livrait. Quand nous nous sommes rencontrés, à l'auberge, je quittais la côte, sûr de ne plus pouvoir m'y faire employer. Je partais vers les montagnes avec l'intention de me bâtir une autre vie. Un inconnu m'a proposé de retourner sur la mer. Je n'ai pas résisté à l'occasion. Personne ne saurait rien de moi. Et puis, il nous l'a assuré, toutes les poursuites pénales contre ceux qui décideraient de s'enrôler seraient suspendues. Il l'a proclamé dans l'église de Palos. Tu l'as entendu? Voilà pourquoi je suis ici. Mais j'ignorais que Paco se trouvait dans la taverne le jour de la rixe. Une fatalité me poursuit. Tout à l'heure, j'ai compris que les mêmes fautes pouvaient recommencer. J'ai eu le même geste avec Paco, et je me demande comment j'ai réussi à me dominer. Il se tourna vers Chinito, soulagé d'être parvenu, enfin, sinon à communiquer, du moins à se libérer de ce qui pesait sur sa conscience. Nous arriverons à une terre, je le crois. Elle sera comme elle sera, peu importe. Je quitterai le navire et je m'enfoncerai dans les bois. Je grimperai au flanc d'une montagne. Je trouverai un endroit assez hospitalier pour y construire une cabane. Et j'attendrai là que la vie, enfin, me soit plus douce. Douce est peut-être beaucoup demandé. Qu'elle me soit moins amère. Je t'ai dit ce que je gardais en moi. Je pourrais me taire maintenant sans trop en souffrir et je n'aurais plus peur de mes mains. Chinito leva l'index vers son visage. Il montra la cicatrice qui marquait sa joue gauche. « Tu vois, fit-il, cela aussi a été récolté dans une bagarre. Je te comprends, Bartolomeo. » Quand le mousse revint vers la chambre capitane, il trouva Christophe Colomb en conférence avec Martin Alonso Pinson. « Capitaine, disait Pinson, cette carte que vous m'avez fait parvenir, il y a de cela 3 jours, mentionnait certaines îles sur la mer où nous sommes. C'est fort possible. Elles se trouvent sûrement tout près d'ici. C'est fort probable.